L'innovation fait vraiment partie intégrante de notre ADN. Donc on encourage cette innovation. Tu sais, pour encourager l'innovation, c'est la liberté d'expression. C'est Oui. essentiel. Oui. Personne n'a de mauvaises idées. Something money can buy. Yeah. Tu vois, Oui. aucune journée ne se ressemble. D'accord. Par définition, dans l'hôtellerie, tout peut arriver. Et tu ne maîtrises pas ton emploi du temps. Ça, c'est une première particularité. Donc, flexibilité totale. Flexibilité totale et adaptabilité totale. Rien ne remplacera de toute façon la proximité avec tes collaborateurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Luxury Leadership Talk, un podcast et vidéocast, parce que c'est filmé, dans lequel je reçois des dirigeants emblématiques, charismatiques, qui partagent avec moi, avec vous, leurs recettes pour faire grandir leur marque et leur lieu, leur établissement avec excellence. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Michaela Merck. Je suis à la fois la créatrice de ce podcast, mais aussi conférencière professionnelle, coach sur l'excellence en leadership et l'expérience client. Et je m'inspire beaucoup de cet univers du luxe avec lequel je travaille depuis maintenant 20 ans, parce que c'est vraiment un domaine qui cherche en permanence d'aller au-delà de l'ordinaire. Pour ce nouvel épisode, nous avons monté nos caméras à un endroit absolument somptueux, magique, le plus ancien palace hôtel en France, l'hôtel de Muris, en plein cœur de Paris, qui a été créé en 1835. Et pour moi, cet univers évoque beaucoup de souvenirs parce que j'y ai animé plusieurs conférences dans le salon Pompadour, animé des formations, tourné aussi avec France 2 l'émission Complément d'enquête dédiée au luxe. J'ai hâte maintenant de vous présenter un dirigeant absolument exemplaire qui est toujours au service des autres, que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs années maintenant, le directeur général adjoint de l'Hôtel de Muris, Christophe Chopineau. Bonjour Christophe. Bonjour Michaela. Alors déjà, un grand merci d'avoir alloué du temps dans ton agenda de ministre pour cet échange et d'avoir réservé pour nous une très très belle suite. Et oui, écoutez, déjà, je suis ravi de t'accueillir effectivement au Meurice. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes installés dans une suite exécutive avec, comme tu peux le constater, une très belle vue sur le jardin des Tuileries. Ah oui, j'avais vu en plus l'hôtel est face au jardin des Tuileries, mais on voit Exactement. aussi plusieurs monuments historiques de Paris, donc absolument somptueux. Pour ceux qui sont connectés aussi sur YouTube, parce que évidemment on filme notre podcast, c'est la beauté aussi de l'image, je vous invite de vous connecter pour voir où nous sommes. Est-ce que tu peux nous dire quelques informations sur ce lieu historique, emblématique, chargé d'histoire? Alors, je suis un passionné d'histoire, Oui. donc ça va être très simple pour moi et je vais essayer effectivement d'être le plus succinct possible. Donc, date historique, 1835, mais il faut remonter un petit peu le temps. Parce que 1835, en fait, c'est même avant la création d'Hermès, parce que Hermès était créé en 1837. Exactement, exactement. Et si je remonte même dans le temps, écoute, l'hôtel de Meurice, c'est l'histoire d'une dynastie familiale. Oui. Charles-Augustin Meurice, en 1771, ouvre un relais poste à Calais. Et après, cette dynastie donc, poursuit son expansion et il décide donc d'ouvrir un hôtel à Paris en 1818. Et là, c'est Louis-Augustin Meurice. Mais cet hôtel ne se situait pas au 228 rue de Rivoli. C'était à 2 rues de l'actuel Meurice. Okay. Et en 1835, l'hôtel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ouvre ses portes. Et nous allons fêter donc les 190 ans du Meurice en 2025. Et comme tu le dis à juste titre, c'est l'une des plus anciennes marques de luxe en France. Hasard du calendrier, 1834, le terme palace anglais est utilisé en France. Et c'est un terme qui était donc synonyme d'élégance et de bon goût, caractérisant un grand établissement commercial et également
qui donnait une certaine idée de l'hospitalité de luxe et qui était réservée donc à une certaine élite. Et au XVIIIe et au XIXe siècle, il était très à la mode pour les riches hommes d'Europe du Nord et également donc essentiellement pour l'aristocratie anglaise de faire ce qu'on appelle le tour de l'Europe. Oh. Et donc, Louis-Augustin Meurice a décidé d'ouvrir cet hôtel pour recevoir effectivement cette élite qui souhaitait bien évidemment trouver tout le confort qu'ils pouvaient donc avoir également chez eux. Et justement, élite, il me semble qu'il y a quand même des belles personnalités qui ont séjourné ici. Il y a eu de très très belles personnalités. On appelait même effectivement cet hôtel, parce qu'il faut bien comprendre 1835, le deuxième palace à Paris a ouvert dans les années 1890. Et les autres palaces se sont échelonnés entre 1904 et dans les années 1920-1930. Donc, ça veut dire que le Meurice a une très grande histoire et on surnommait même le Meurice l'hôtel des rois, des reines, des princes et des princesses. Il y avait des rois et des reines qui ont séjourné ici? Il y a eu l'archiduc et l'archiduchesse d'Autriche, on a eu le bey de Tunis, on a eu le roi de Siam, on a eu Léopold de Belgique, et puis bien évidemment après, eh bien, également des chefs d'État, Franklin Roosevelt a séjourné donc au Meurice, et puis il y a eu également donc de nombreux artistes, et il y a également un illustre artiste, Salvador Dali, qui a séjourné, lui, pendant 30 ans au Meurice. Wow. Alors, ce n'était pas 30 ans d'affilée, c'était effectivement son atelier était donc dans le nord de l'Espagne, Portligat, et donc il avait l'habitude effectivement de venir régulièrement à Paris, et son hôtel de cœur était le Meurice. Je me souviens quand j'avais fait des conférences, souvent c'était organisé dans le salon Pompadour. En quoi est-ce qu'il est particulier, ce somptueux salon avec des miroirs un peu dans tous les côtés? Alors, ce salon, effectivement, est mythique au Meurice parce qu'on a toujours eu un fort ancrage dans l'art et la culture. Et Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, était férue donc d'histoire, était férue également donc d'art. Et le Meurice a toujours eu un lien très particulier donc avec le monde de l'art. Ne serait-ce que par la proximité donc, de tous les musées, le musée du Louvre, tu traverses le jardin des Tuileries, le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie, le musée du jeu de paume, également donc, le musée des arts décoratifs, récemment le musée de la marine avec la fondation Altani. Alors, Christophe, tu as évoqué justement ce terme palace qui était déjà né au milieu du 19e siècle, mais je pense qu'il y a un label qui était aussi donné à l'hôtel de Meurice bien plus tard. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce label, vraiment Palace Hôtel? Bien sûr. Tu sais, l'histoire est fascinante. Comme je disais, 1834, le terme anglais palace est utilisé en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en 1835, le Meurice ouvre ses portes. C'est fascinant. Alors, effectivement, il y a un label Palace qui a été créé en 2010. C'est un label qui a été créé quand il y a eu une refonte du classement des hôtels en France. Et notamment, avant, le classement s'échelonnait de 0 à 4 étoiles luxe. Et là, effectivement, en 2010, il y a eu le classement donc, de 0 à 5 étoiles. Voilà. Mais ce classement 5 étoiles ne suffisait pas pour pouvoir, on va dire, mettre en avant des caractéristiques exceptionnelles des palaces. Et c'est la raison pour laquelle la catégorie palace a été créée donc en 2010. Et en 2011, donc 8 établissements hôteliers ont été classés palace et le Meurice faisait partie donc de ces 8 premiers hôtels. C'est quoi la plus grande différence entre un 5 étoiles et un Palace Hôtel? Juste 3 critères comme ça pour qu'on puisse se faire une idée de la, voilà, du cap. Du cap. Déjà, le nombre de suites. Tu as 241 critères et parmi ces critères, donc l'un des critères essentiels, c'est bien évidemment donc le nombre de suites par rapport à ton nombre de chambres, le nombre d'employés également, la superficie bien évidemment donc de tes suites et de tes chambres, avoir un personnel polyglotte. Et là, je pourrais encore t'en citer. Je pense aussi site historique, il me semble. Historique,
partie aussi. Historique, exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les hôtels qui souhaitent prétendent avoir le label Palace, donc tu fais acte de candidature, Oui. et ensuite, effectivement, donc tu envoies ta candidature. Déjà, il faut être classé 5 étoiles, d'accord? Et après, il y a donc une inspection suivi donc d'une présentation auprès d'un jury de 12 personnes constituées du monde de l'art, de la presse, du tourisme, du monde des affaires. Et là, effectivement, sur des critères un petit peu plus subjectifs, sur l'intérêt patrimonial, sur l'intérêt historique, sur la politique environnementale, sur la réputation de la gastronomie, tous ces critères qui font que tu peux prétendre à devenir Palace. Voilà, et passer un moment exceptionnel dans un lieu iconique. Exactement. Et ça mène à une autre question justement. Qu'est-ce qui fait que l'hôtel Le Meurice aujourd'hui est considéré comme un hôtel extrêmement iconique et pour des personnes, des clients aisés qui souhaitent s'offrir un super séjour ici à Paris, un lieu désirable? Premier élément, l'histoire, 1835. Donc ça veut dire qu'on a un héritage patrimonial qui est exceptionnel. On n'est pas très loin de la grandeur de Versailles. Et tu t'en es aperçu quand tu rentres et quand tu ouvres la porte tambour, tu es immédiatement subjugué, on va dire, par la beauté des lieux. Oui. Et ça, cet héritage historique est un élément très, très apprécié de notre clientèle internationale. Donc, moi, je me souviens, par exemple, quand j'avais déjeuné l'autre jour lors du brunch, le fameux brunch de dimanche, dans la salle gastronomique, elle est inspirée, me semble, du Salon de la Paix, du Salon de la Paix de Versailles, du château. Exactement. Les hauteurs de plafond, tu peux voir également donc les dorures, les peintures, les chandeliers. Voilà, donc c'est vrai que cet héritage historique et cet héritage patrimonial est très important. Également, on a la chance d'avoir une situation géographique exceptionnelle. Oui, juste en face des Tuileries. Juste en face des Tuileries. Et la majorité donc, de nos suites sont sur la façade. Ils offrent une vue totalement dégagée sur les principaux monuments de Paris. Comme tu l'as pu le constater tout à l'heure, tu peux voir Notre-Dame, tu vois le musée du Louvre avec sa pyramide, Les Invalides, les Invalides, la Tour Eiffel, tu peux voir également donc l'église Saint-Germain. Et ça, c'est... Et l'autre jour, Franca m'a ouvert les portes à la suite, au tout dernier étage, où tout est en 360 tout autour. C'est vrai que j'ai rarement vu une vue aussi splendide dans tous les côtés sur Paris, au coucher de soleil. Voilà. Et également, eh bien, la gastronomie. On a quand même la chance d'avoir Monsieur Ducasse, qui travaille avec Amaury Bourg, le chef exécutif. Monsieur Ducasse étant un des plus grands chefs au monde, c'est le chef le plus multi-étoilé. Voilà, donc je pense qu'on a la chance d'avoir ces deux personnes au sein du Meurice, Monsieur Ducasse et Cédric Grolet. Grand artiste. Hein. Grand artiste, prodige de la pâtisserie, qui régale tous nos becs sucrés. Chaque année, tu sais, il y a 2 magazines de référence, le magazine Condé Nast et le magazine Travel and Leisure. Et on a la chance de faire partie, effectivement, donc, du meilleur classement donc, de ces magazines. Et encore récemment, je ne sais pas si tu l'as entendu la semaine dernière, mais le guide Michelin a décerné ce qu'on appelle, non pas les étoiles Michelin, mais les clés Michelin. Et c'est tout à fait nouveau donc en 2024. Et qui décerne en fin de compte les 3 clés Michelin aux hôtels les plus extraordinaires de France. Il n'y en a eu que 9 à Paris et le Meurice en fait partie. Wow, félicitations, bravo. Alors, toi, tu as pris ce poste de direction générale adjoint à quel moment et quelles étaient un peu tes grandes étapes avant d'arriver ici sur ce lieu mythique? Mes grandes étapes. Écoute, ça fait 43 ans que je baigne dans l'hôtellerie. Ça veut dire passionné. Passionné. Écoute, alors je suis né au bord de la Loire, à Gien, donc dans une petite ville.
Et à l'époque, eh bien, je disais toujours à mes parents, même avant mon adolescence, que je voulais travailler dans l'hôtellerie. Ah oui, depuis toujours. Pourtant, personne dans ma famille ne travaillait dans un hôtel. Mhm. Et tu sais, au moment des vœux en troisième au collège, j'étais plutôt, en toute humilité, j'étais plutôt bonne élève et je pouvais me diriger vers un baccalauréat général. Mais en troisième, je m'en souviendrai toujours, tu sais, quand il fallait valider effectivement tes vœux, je dis à mes parents, non, je ne veux pas faire un bac A, je ne veux pas faire un bac B, je ne veux pas faire un bac C, je ne veux pas faire un bac D, je veux rentrer à l'école hôtelière. Waouh! Et mes parents m'ont laissé faire Ils et t'ont laissé je faire, suis ouais. partie donc à l'école hôtelière de Blois. Et Mais d'où vient tu sais d'où vient cette envie? C'était un livre, c'était quand même quelqu'un de la famille, c'était un séjour à un moment donné qui t'a inspiré? non, je crois que j'ai toujours été... j'aime le contact avec les gens, Ouais, d'accord. Et puis peut-être au hasard donc de nos voyages avec mes parents, je trouvais le monde de l'hôtellerie fascinant. ouais. Les rencontres, les gens que tu peux rencontrer. Et ça a été donc pour moi une révélation. Voilà. Donc j'ai intégré l'école hôtelière, je suis restée pendant 5 ans et puis ensuite, j'ai travaillé bien évidemment sur quelques postes donc opérationnels, voilà, en restauration. Et ensuite le hasard, m'a amenée dans la fonction commerciale, mais par pur hasard. J'ai été Ouais. convoquée un jour par un directeur général et qui m'a dit: «Bah, écoute Christophe, je te verrais bien faire du commercial, tu aimes les contacts avec les clients, tu es très à Ouais. l'aise». Et donc, j'ai intégré donc un poste d'attaché commercial. Après, je me suis occupée effectivement du poste sur la France. J'ai travaillé effectivement pour différentes chaînes hôtelières. Et puis, j'ai fait un parcours commercial pendant, on va dire, une vingtaine d'années. Et puis ensuite, donc, je suis donc arrivée au Meurice et bah, j'avais envie de revenir un peu sur les opérations et c'est la raison pour laquelle, quand notre directrice générale, Franca Holzmann, m'a proposé effectivement le poste de numéro 2, j'ai tout de suite effectivement sauté sur l'occasion. Donc en fait, aucun regret finalement de ton rêve d'enfant d'intégrer, Non, non, l'hôtellerie, OK. de luxe? Parce que finalement, enfin souvent un rêve d'enfant est peut-être autre chose que la réalité qu'on retrouve après sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Mais écoute, j'adore ce métier. C'est une passion qui m'anime au quotidien. C'est déjà effectivement la relation avec les clients. Et puis, un hôtel, c'est une formidable fenêtre ouverte sur le monde. Mmh. Et moi qui suis passionné, curieux par tout ce qui se passe, j'ai la chance de recevoir effectivement une multitude de clients, une variété effectivement donc de profils différents. Et c'est un métier qui est très, très, très enrichissant. Et puis l'hôtellerie, bah, écoute, tu as la chance également de pouvoir travailler avec des équipes, merveilleuses et en plus au Meurice, de surcroît, des équipes très professionnelles orientées vers l'excellence. Et écoute, ça fait 43 ans, alors quand je compte mes études bien évidemment, maintenant ça fait plus de 35 ans que Ouais, je travaille, mais je ne me vois pas évoluer dans un autre secteur d'activité. c'est beau ça. Tu me dis, voilà, tes équipes, en fait, on a combien de personnes qui travaillent ici à l'hôtel Meurice? Et si tu devrais caractériser un peu les personnes qui travaillent ici, ils viennent de quel horizon? Alors au Meurice, nous sommes 420 personnes. 420 personnes. 420 Pour personnes. combien de clients quand tout est au Alors, complet? je vais plus l'exprimer par rapport au nombre de chambres et de suites, hein, OK. d'accord? Ce qui fait un ratio à peu près de 2,5, 2,7 et c'est un peu ce qui caractérise donc les palaces. C'est le ratio, employé par rapport au nombre de chambres. 2,5, 2,7, tu peux 2,5, préciser? entre 2,5 et 3, c'est-à-dire que quand tu divises donc effectivement le nombre d'employés par le nombre de chambres, eh bien effectivement, la moyenne est comprise entre 2,5 et 3 personnes par chambre et suite. D'accord. Et les clients ici qui viennent, c'est quel type de Alors, on a une personnes? clientèle très internationale, très, très internationale, je dirais à plus de 85-90%. Ouais. Voilà, on a quand même une clientèle française habituée. Et comme beaucoup d'hôtels de luxe et comme beaucoup de palaces, la clientèle américaine est quand même prépondérante. OK. Mais on a la chance d'avoir une clientèle qui vient d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, de tout, de tout, de tout continent. Est-ce que tu vois une différence culturelle dans Alors, leur comportement quand ils viennent ici, entre Américains, entre
des personnes du Moyen-Orient, des Chinois. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais je trouve qu'avec la globalisation du monde, Oui. j'observe effectivement qu'il y a moins de différences culturelles. Mhm. Moins de différences culturelles. Alors la clientèle est peut-être un petit peu plus effectivement maintenant diversifiée. J'observe effectivement une clientèle un tout petit peu plus jeune également, Mhm. d'accord? Le profil des clients était plus traditionnellement dans un palace entre 50 et plus. Oui. Et là, c'est que la nouvelle économie, notamment les tycoons de la high-tech, de tout ce qui peut être effectivement nouvelle technologie, Oui. eh ben, on s'aperçoit qu'on a effectivement une clientèle qui s'est rajeunie. Et puis, je pense que ça va dans le sens également de l'évolution du luxe depuis les 20 dernières années. Les grandes maisons de luxe également, leur clientèle s'est énormément diversifiée et c'est exactement la même chose Ouais. pour notre hôtel. Exactement. Voilà. En fait, on voit dans les Ouais, études de ouais, luxe, en ouais. fait, que aujourd'hui, les clients commencent à consommer le luxe déjà à l'âge de 15 ans. Exactement, Et il y a 10 ans encore, c'était déjà 25 ans, voire plus tard. tout à fait. Donc du coup, c'est exactement Voilà, une voilà, tendance que toi, tu observes également ici. exactement. Comment ces jeunes clients souhaitent être servis? Alors, Qu'est-ce qu'ils te demandent aujourd'hui pour que, voilà, pour qu'ils soient super contents, pour qu'ils communiquent à leurs amis, peut-être même sur TikTok aussi, un message, tiens, j'ai passé un super séjour à l'hôtel du Meurice. Qu'est-ce qu'il faut leur offrir? ce qui prédomine, c'est... Alors, on s'en est aperçu, on est parti effectivement d'une relation avant qui était plus transactionnelle à une relation effectivement d'expérience. Ouais, Énormément, énormément. Et encore beaucoup plus sur la clientèle, on va dire un petit peu plus jeune. oui, Ils veulent vraiment, quand ils voyagent à Paris, ils veulent vraiment s'enrichir, ils veulent vraiment apprendre à notre contact, découvrir la ville de Paris, même au petit déjeuner, ça peut être un moment effectivement, et moi c'est un moment privilégié pour moi, parce qu'au petit déjeuner, les clients sont un petit peu plus relax, entre guillemets, oui, et tu peux effectivement communiquer avec eux, et on s'aperçoit qu'effectivement que quand tu communiques avec eux, eh bien, ils ont soif de connaissances et ils veulent apprendre à ton contact. C'est la raison pour laquelle on forme nos collaborateurs au petit déjeuner à expliquer et à décrire cette belle salle à manger qui est une copie du salon de la paix de Versailles. Et ça, c'est quelque chose effectivement de plus en plus important pour nos clients. Cette expérience, l'enrichissement et la connaissance. mm, Et bien évidemment, dans un palace, c'est l'excellence et c'est le sur-mesure. Donc, avant l'arrivée des clients, on a une équipe qui est dédiée à étudier le profil des clients, qu'est-ce qui pourrait faire leur plaisir, comment on va pouvoir s'adapter, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et c'est quelque chose que l'on fait quotidiennement et tous les jours. Donc en fait, chaque client qui a réservé, l'équipe va étudier en détail tout ce qui peut être, voilà. Exactement, exactement. Moi, j'ai un mot dans le luxe et notamment dans un palace, c'est comment rendre les choses simples, les plus extraordinaires. Tu sais, les clients, même très riches, ils peuvent pratiquement tout s'offrir. Mhm. Alors bien évidemment, ça leur fait plaisir quand tu offres quelque chose, on va dire, de somptueux, mais ce qui est le plus important, Oui. comment tu vas les toucher, au plus profond d'eux-mêmes. Mm. Tu vois, je peux relater une belle histoire. Je me souviens, environ 7 ou 8 ans, j'ai un client américain de New York qui m'appelle et il me fait Christophe, I'm coming with my family. I need you. I really want to blow away my son. Et donc, ce client américain, très grande fortune américaine, et son fils est à l'université. Et comme tu sais, dans les universités américaines, le sport est quelque chose de très Très important. important. Natation, Ouais. d'accord? Et je me suis dit, ces clients-là, de toute façon, ils peuvent tout s'offrir. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour leur séjour? Eh bien, comme leur fils était un passionné, bien évidemment, donc de natation, j'ai organisé, c'était à la piscine Molitor, Mhm. qui est une piscine emblématique, art déco, qui est absolument magnifique, Ouais. où tu as eu effectivement Johnny Weissmuller, des figures emblématiques de Ouais. la natation qui ont effectivement donc nagé dans cette piscine. Et donc on a tout organisé, le fils est allé effectivement nager, il y avait également donc les parents, tu sais, il y a une petite terrasse avec un petit restaurant qui est vu sur la piscine et ça permet effectivement donc aux parents de Ouais. voir leur enfant, plutôt oui, leur Leur fils, fils. pardon, excuse-moi. Et tu sais, à l'époque, il y avait une jolie collection, tu sais, la montre Ice. Oui. Tu vois, ils font des capsules Oui. et il y avait donc une montre Florent Manodou. Ah,
Mais tu vois, une montre, pas une montre d'une grande Non. marque. Et tu vois, on avait mis donc cette montre dans la suite donc de Monsieur Madame et également donc dans la chambre adjoining de la suite en mettant un joli petit mot, bienvenue à Paris, vous allez avoir une jolie surprise. La montre est déjà un teasing, on avait préparé le programme. Les parents étaient émerveillés. Donc c'est pour ça que je dis, tu vois, aujourd'hui le luxe, alors on parle même du quiet luxury. Alors bien évidemment, quand il y a un établissement comme le Meurice, tu vas être ébloui, mais vraiment, c'est comment tu vas réussir à toucher au plus profond tes clients. Donc finalement, à ton exemple, on voit que toucher quelqu'un au plus profond, ça nécessite un peu de le connaître, Exactement. de savoir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il y a, ses passions, et par rapport à ça, anticiper Tout à fait. pour ensuite Tout à fait, tout à fait. répondre à son souhait qu'il n'a même pas exprimé. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, on a une équipe qu'on appelle Guest Experience, qui est une équipe quand même constituée donc d'une dizaine de personnes et qui est là effectivement pour étudier les habitudes de nos clients, si c'est des personnes effectivement qui aiment la culture, le sport, l'art, de façon à bien les connaître sans être intrusif. Ouais. Surtout pas être intrusif. Tu Comment vois? est-ce qu'ils l'apprennent? Si c'est si c'est quelqu'un qui était déjà là, j'imagine, il est dans une base de données. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas encore été là, quels sont des moyens ou comment est-ce que toi, tu incites ton équipe pour découvrir au mieux ce client pour pouvoir s'adapter après? Alors, on a des intermédiaires, les agents de voyage. Donc, on va effectivement poser des questions à nos agents de voyage qui vont nous donner quelques renseignements sur leurs clients. Et puis aujourd'hui, à l'ère, on va dire, d'Internet, avec effectivement les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, eh bien, tu peux quand même collecter certaines informations. Voilà. Et là, l'exemple que je te citais, je peux t'en citer effectivement plusieurs et c'est effectivement ce qui fonctionne très bien. Récemment, par exemple, on a eu un artiste de Los Angeles et lui, effectivement, son sport favori, c'était la boxe. Eh bien, on l'a organisé effectivement une séance de boxe dans l'un des lieux de boxe les plus réputés de Paris. Et il était tout à fait émerveillé. Donc ça aussi, c'est des choses que tu offres à tes clients, que eux, ils peuvent pas forcément s'offrir. Et c'est ça, je pense aussi, le luxe. Voilà. Something money can buy. Tu vois? Oui. Voilà. Et de plus en plus. Et l'argent ne peut pas l'acheter, mais toi, tu as pu l'offrir oui, à voilà, ton c'est client. ça. Oui, tout à fait. Parce que tu sais, un client qui dépense, on va dire, pour une chambre, même entre 2 500 € et notre suite Belle Étoile, 50 200 €, tu vois. Bon, bien, on a certains clients qui peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que toi, effectivement, quand tu les accueilles au Meurice, il faut essayer effectivement de leur faire plaisir. Absolument. D'une façon différente. Et encore plus, effectivement, quand ils viennent à Paris, dans un cadre de loisirs. Bon, écoute, Paris est déjà une ville extraordinaire, donc tu as multitude, effectivement, d'opportunités pour pouvoir eh bien, les émerveiller. Les émerveiller. Alors après, tu as des clients les plus exigeants qui viennent ici. Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un n'est pas content? Ça arrive quand même, j'imagine que ça peut arriver que quelqu'un se plaint pour X ou Y raison. Est-ce que tu as une recette à partager pour gérer un client qui n'est pas satisfait? Alors, la première recette, je pense qu'il y a différentes strates. Il peut y avoir un client, il va rencontrer notre directeur de clientèle et je pense qu'après, ils apprécient donc de rencontrer la direction générale. Après, comme toute activité, on est dans une activité essentiellement humaine, donc l'erreur peut arriver, d'accord? Et on n'est pas infaillible non plus. Non. On vise l'excellence et en toute transparence, bien évidemment, ça peut arriver et ça arrive. Donc, je rencontre le client, je l'écoute, bien évidemment. Et si, eh bien, nous avons fait une erreur, eh bien, je fais en sorte effectivement de pouvoir réparer cette erreur, alors que ce soit donc avec,
en offrant un séjour, que ce soit effectivement en offrant, on va dire, une prestation dans l'un de nos restaurants. Et on essaye de toute façon au maximum de rendre notre client le plus satisfait possible. Et ça, idéalement, avant qu'il parte. Toujours, toujours. Et il faut agir rapidement. Il ne faut pas laisser un client qui a eu un souci, qui a rencontré un problème. Non, il faut que ça soit fait dans l'instant présent. Ouais. Dans l'instant présent. Ouais. Et tu sais, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand tu le fais rapidement, avec sincérité, et parfois, tu n'as même pas besoin donc, de démoger le client. La reconnaissance est déjà un élément important. Et là, eh bien, le client est déjà enclin, entre guillemets, à accepter. Oui, ouais, tu l'as regagné comme Exactement. ça. Et les Ouais. études montrent, c'est très très intéressant parce que le taux de fidélisation est d'autant plus important pour un client qui va expérimenter un problème. Mais si tu arrives à résoudre ce problème avec ce client te sera Il devient fidèle, encore plus fidèle. Ouais. Donc bien évidemment, après, je lui laisse ma carte de visite et puis il va me contacter en direct pour son séjour. Et, Voilà. et dans l'ensemble, ça se passe vraiment très bien. Alors, je me souviens, nous, on s'est rencontrés la dernière fois lors des 10 ans d'Alain Ducasse. Oui. Magnifique soirée. Très belle soirée. Parce que Alain Ducasse, c'est le chef. Chef cuisinier de cet établissement depuis maintenant une dizaine d'années. Et tu co-diriges l'hôtel avec Franka Holtmann. Alors, à quoi ressemble ta journée en tant que directeur général adjoint? Quelles sont un peu tes responsabilités quand on peut le regarder l'ensemble? Parce que j'ai l'impression que tu es partout, tu es très impliqué. À chaque fois quand je suis venue ici, tu m'as aussi accueillie. Raconte-nous un petit peu à quoi ressemble ta journée. Alors, aucune journée ne se ressemble. D'accord. Par définition, dans l'hôtellerie, tout peut arriver. Et tu ne maîtrises pas ton emploi du temps. Ça, c'est une première particularité. Donc, flexibilité totale et adaptabilité totale. Un hôtel, c'est un lieu de vie. Oui. Aussi bien nos clients qui fréquentent nos restaurants que nos clients qui séjournent en chambre ensuite. Tout peut arriver. Tu peux être sollicité, on va dire, à n'importe quelle minute. Voilà. Donc, disponibilité totale. Disponibilité totale. Ensuite, l'une de mes premières missions, comme effectivement le client est au cœur de notre organisation, c'est de m'assurer que tout est parfaitement huilé, si je peux me permettre. Effectivement, d'être sûr que tous les services sont bien en place pour assurer, on va dire, cette parfaite coordination de façon à ce que l'on puisse délivrer le meilleur service possible. Et ça, c'est l'une de mes premières missions. Et ça, pour assurer justement que tout roule, que tous les services soient en place et collaborent ensemble, comment est-ce que toi, en tant que dirigeant ici, le fais? Quelle est peut-être une recette ou une qualité que tu mets en place pour que ça marche? La première recette, je pense que l'esprit d'équipe est essentiel dans un palace. C'est une courroie de transmission. Je dirais le moindre grain de sable et la machine peut s'enrayer. Toi, tu peux avoir une demande d'un client au niveau des concierges. Les concierges vont répercuter cette demande au niveau du housekeeping. Le housekeeping peut être amené à travailler avec le service technique. Le service technique va avoir besoin de faire une réparation. Le service technique, une fois que la réparation va être faite, va informer effectivement la réception. Donc, l'esprit d'équipe est vraiment essentiel. Et comment tu fais pour fédérer ces équipes-là, pour qu'ils travaillent ensemble? Eh bien, c'est le rôle d'un leader et c'est le rôle effectivement donc, de mon rôle de travailler avec les équipes, de les fédérer. Le premier élément, bien évidemment, c'est la confiance. Et puis, l'une de mes recettes, obligatoirement, le matin, le midi, l'après-midi, je fais obligatoirement ce que j'appelle mon tour de l'hôtel pour m'assurer que les services sont bien en place. Et puis également, tu sais, ça te permet également d'avoir une relation très directe pas uniquement avec tes chefs de service, tes directeurs de département, mais avec tes employés. Et en fin de compte, la meilleure communication que tu puisses avoir, ça reste encore la communication de terrain. Vraiment. Et après, pour que la machine soit
parfaitement, on va dire, huilé. Oui. Bon, écoute, on a une réunion le matin à 9h30 où tous les chefs de service sont présents. Chaque chef de service va exposer effectivement son calendrier de la journée. Oui. On va présenter bien évidemment les arrivées, les départs, les clients qui séjournent dans l'hôtel. Et ça permet donc à tout le monde, bien évidemment, d'être au courant de ce qui se passe dans l'hôtel. Donc ça, l'information doit circuler. Mhm. Et ensuite, on a une autre réunion qui là est un peu plus opérationnelle. C'est une réunion qui a lieu donc dans l'après-midi et qui nous permet donc de préparer De nouveau avec les chefs de service. Alors, un petit peu plus opérationnel. Quand je dis les chefs de D'accord. service, c'est une bonne remarque. Il y a tous les chefs de service, aussi bien les chefs de service qui ne sont pas forcément opérationnels. La directrice de la communication, il peut y avoir la directrice des RH le matin, parce que la directrice de la communication va peut-être nous informer en nous disant aujourd'hui, on a un journaliste qui vient visiter l'hôtel pour faire effectivement donc un reportage sur le Meurice. Et là, effectivement, le matin, ça permet vraiment à tout le monde d'être bien au courant de ce qui se passe. Ouais. Bien évidemment, avant, chaque chef de service aura communiqué à l'ensemble de l'hôtel de ce qui va se passer donc le jour J quand on Ouais. accueille un journaliste. Et l'après-midi, c'est un peu plus opérationnel, où là, c'est vraiment donc les chefs de service des opérations, la gouvernante générale, le service technique, le directeur de réception, le responsable des relations clientèle, la directrice effectivement de la guest experience, le directeur des opérations. Mhm. Voilà, je peux encore en citer Mhm. d'autres. Mhm. Et là, eh bien, on regarde précisément l'arrivée du lendemain et Ah. des 3 jours à venir. Ok, donc on anticipe, On, on se antici- projette on vers se l'avance. projette à l'avance, voilà. Et bien évidemment, ça nous arrive également, bon, on a des clients, mais ça peut être une visite officielle pour un chef d'État. Et là, donc, il y a des réunions préparatoires de façon à anticiper au maximum. Mm. Voilà. Donc, la coordination, l'anticipation, c'est vraiment essentiel donc, Ouais. dans notre métier. Ouais. Et la proximité. Et la proximité. Et la proximité. Mm. Et on est Ah, dans un métier où l'humain, que ce soit avec les clients ou avec les ouais. collaborateurs, la proximité. Ouais. Alors, bien évidemment, on est aidé par des outils informatiques, on a donc un excellent système CRM qui nous permet effectivement à chacun de connaître nos clients, de savoir effectivement ce qui a été mis dans sa chambre en termes d'aménité, mais rien ne remplacera de toute façon la proximité Mm. avec tes collaborateurs. Mm. Et justement, cette mise à disposition, ce service et cette coordination en permanence, comme tu disais, ça nécessite aussi d'être en forme. Ah En oui, forme oui, oui. Alors, non-stop ouais, aussi. ouais. Alors je sais. Alors, comment est-ce que tu fais pour te tenir vraiment en forme et pour pouvoir donner? Parce que dans ton métier, tu donnes tout le temps. Ouais, j'ai un dogme et je sais qu'on en avait déjà discuté. Tu sais, moi, c'est cet alignement tête, esprit, cœur et corps. Tu sais, la tête et l'esprit pour garder ses capacités intellectuelles et pour toujours garder le cap. Oui. Tu sais, le mental est très, très, très important. Et comme tu le dis, dans nos métiers où on donne effectivement beaucoup. Ouais. Après, le cœur, tu ne peux pas faire ce métier si tu n'as pas envie de t'ouvrir aux autres, que ce soit avec tes collaborateurs, avec tes clients. Voilà, l'empathie, qui est très très important, et la bienveillance également, ce qui n'exclut pas, on va dire, l'exigence et la fermeté quand Oui. cette dernière le nécessite. Ouais. Et puis le corps, c'est vrai que le corps est un élément important et parfois on le sous-estime. Et bien, j'ai une discipline. Et c'est vrai que, surtout dans nos métiers, parfois tu peux avoir de nombreuses sollicitations et je ne vais pas m'en plaindre. Ouais. Une sollicitation, eh bien, avec un petit déjeuner avec un client, ou un déjeuner, ou un dîner, ou également, écoute, Cédric Grolet qui va nous faire découvrir sa dernière pâtisserie, ou Oui. Monsieur Ducasse, effectivement, pour la mise en place de sa carte. Et c'est vrai que sans vouloir faire de jeu de mots, ça peut commencer à peser. Plus également, on le sait dans l'hôtellerie, on travaille quand même beaucoup avec, effectivement,
un nombre d'heures parfois assez importante. Et comme je te le disais avant, tu ne maîtrises pas ton emploi du temps. Le matin, tu arrives vers quelle heure? Le soir, tu pars vers quelle heure? Écoute, le matin, entre 8h30 et 9h, Ouais. et le soir, tout dépend effectivement, ça peut être 8h, 8h30, et puis après, tout dépend. Tu auras une délégation qui peut arriver à 7h du matin, donc il faut que tu sois sur le pont, et puis tu peux avoir effectivement un client qui va arriver à 11h du soir, et tu dois être sur le pont également. Et pour revenir à ce côté physique, Voilà. j'ai toujours fait du sport, Ouais. même quand j'étais jeune. Moi, ça me fait du bien aussi, hein, c'est Écoute, essentiel. tu sais, j'étais championne d'athlétisme quand j'étais jeune. Ah! Voilà, exactement. Tu Et as fait quoi comme discipline? Quelle était ta discipline phare? moi, c'était plus le 1500 mètres et 3000 mètres. Ah, donc les Vo- longues distances. Les longues distances, ce qui me va assez bien, parce que tu sais, dans notre travail, de toute façon, le sprint est important, mais il faut savoir travailler sur la durée. Oui. Et pour revenir à cette valeur, le sport fait partie intégrante également, on va dire, de ce dogme. Voilà. Et donc, j'ai cette discipline, je vais courir, je vais nager, je fais de l'exercice, et quelque part, ça me permet donc d'évacuer, mais d'évacuer dans le bon sens, parce que le stress, je pense savoir le gérer, et puis d'être beaucoup plus endurant. Ouais. Et tu le sais comme moi, C'est les ça. études montrent que quand tu fais du sport, déjà tu prends soin de toi, et si tu sais prendre soin de toi, tu vas savoir prendre soin des autres, et puis les statistiques montrent que le sport permet effectivement à ton métabolisme d'être plus en forme, C'est ça. ni plus En ni tout cas, moins. moi, c'est une source d'énergie en permanence. Et comme moi, je suis souvent sur scène et on donne aussi. Je t'ai vu sur scène, je sais qu'également tu es quelqu'un de très dynamique. Voilà, et sans le sport et dans la continuité, Dans la continuité. absolument Ouais. impossible de donner Oh, et de tenir ouais. le bout. Alors c'est pour ça que parfois, tu sais, ce dogme peut paraître un petit peu simple, mais tu vois, tête, esprit, cœur et corps, dans mon métier, ça fait vraiment sens. Ouais. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs pour donner ça à tes équipes? Parce que j'imagine, pas tout le monde a forcément ce même esprit-là, mais eux aussi, ils doivent tenir quand même face à cette exigence des clients. Comment tu fais pour leur transmettre ça au quotidien? Alors, pour répondre également à ta question, les soft skills sont également quelque chose de très très important. Ouais. Alors bien évidemment, on a des jeunes talents, ils vont maîtriser une certaine partie de l'aspect technique. La passion est un élément très 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 important. Et puis, bien évidemment, toute la partie soft skills. Ouais. Et comment une personne va pouvoir interagir avec un client. Et ça, c'est un élément primordial pour Ouais. nous. Comment Et tu testes ça? En entretien, par exemple? en entretien, Oui. écoute, en entretien, tu peux vite en apercevoir, soit avec l'aisance orale, où la personne effectivement va te citer des exemples très concrets. Et puis, c'est à force effectivement d'expérience. Alors, le processus de recrutement chez nous, tu rencontres effectivement le chef de service, le directeur département et également la direction générale. C'est vrai Ouais. qu'avec Madame Holtzmann, on interview obligatoirement toutes les personnes qui vont être en contact avec la clientèle. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. Alors, si on revient vers tes collaborateurs Oui, et tu constates que quelqu'un n'est pas en pleine forme, ça arrive, c'est ça tout à arrive. fait normal, ça serait étonnant, on n'est pas des machines non plus. Mais toi, en tant que dirigeant de cet établissement, qu'est-ce que tu fais pour, voilà, quand tu constates ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une manière d'interagir avec cette personne euh, pour le remonter et de nouveau embarquer avec toi? C'est la meilleure recette, c'est la discussion avec la personne. Alors après, tout dépend effectivement de la personne. Alors je laisse de toute façon le soin, soit au chef de service, au directeur de département, de rencontrer la personne, mais ça m'arrive à titre personnel effectivement de voir des personnes en direct et des personnes qui sont en front line, déjà pour comprendre ce qui se passe. Et puis, tu sais, quand tu as une conversation sincère, directe, empathique, bienveillant, les personnes se remettent en route immédiatement, Ouais. sans aucune difficulté, Ouais. sans aucune difficulté. Et ça fait partie effectivement de mon rôle, ce rôle d'accompagnement auprès donc de nos collaborateurs. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure des jeunes.
Qu'est-ce qui se passe quand il rentre? Est-ce qu'il y a un parcours qui est prévu pour un jeune pour être au top? Parce qu'on parle quand même de l'excellence ici. Alors, déjà, c'est vrai que quand un jeune rentre au Meurice, on a ce qu'on appelle une période effectivement engage, d'accord, qui permet effectivement pendant 3 jours, on va lui expliquer les valeurs de l'hôtel, l'histoire de l'hôtel, l'ADN de l'hôtel, les différents services, Ouais. et puis également, il peut y avoir des interventions, et il y a des interventions de l'ensemble des directeurs de département, de chefs de service, et également dans la direction générale. Et ensuite, il y a un parcours pendant 3 mois et pendant 6 mois Mhm. sur l'expertise technique, également sur l'expertise relationnelle, Mhm. et cette personne est suivie par son N+1 de façon à l'accompagner donc dans son aventure au Meurice. Et à l'issue effectivement donc de cette période, il y a obligatoirement donc un entretien en face-to-face avec le collaborateur. Est-ce que c'est un espèce de mentoring qui est mis en place? Oui, c'est un mentoring parce que bah, dans un palace et dans le luxe, le savoir-faire est très très important. C'est un peu comme les artisans et comme un compagnonnage. Oui. Donc à ce niveau-là, il y a un accompagnement très très important donc, de la part de nos seniors et de nos professionnels, de façon à pouvoir accompagner donc, nos jeunes recrues. D'accord. Alors, je me souviens, nous, on s'était vus tout juste après le confinement, pendant Covid, c'était en 2020, Oui. une période épique aussi hein, pour le monde de l'hospitalité. Et j'étais bluffée par toutes les mesures que l'hôtel Le Muris avait mis en place pour justement devenir aussi plus durable, plus responsable. Est-ce que tu peux donner quelques exemples sur ce que le Muris a fait, même jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir se montrer beaucoup plus dans l'air du temps sur cet aspect-là, dans la durabilité? Bah, tu as raison, tu sais, toutes les grandes crises engendrent de toute façon des changements, Ouais. et on n'a pas été épargné également Ah par oui. le désir de changer sur ce registre. Donc, peut-être, on va dire 9 mois ou 1 an après le Covid, on a créé un poste totalement dédié donc au RSE. Ah, qui Voilà. n'existait pas Qui avant. n'existait pas avant, qui n'existait pas du tout avant. Et bien évidemment, on a cherché donc à réduire notre empreinte carbone, notamment en ce qui concerne les économies d'énergie. Et puis après, et en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait recycler? Ok. Voilà. Donc au niveau de l'empreinte carbone sur les énergies, donc il y a des mesures qui ont été prises. Dans une grande entreprise comme au Meurice, tu as toute une machinerie qui peut te permettre effectivement donc de t'aider Oui. pour limiter, on va dire, la consommation d'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité. Mhm. Et ensuite, on a mis en place, on va dire, une mini centrale de tri au niveau du Meurice, où aujourd'hui, cette mini-centrale comprend, on va dire, 13 mini-centrales. Voilà. Donc, les déchets, les biodéchets, Oui. que ce soit les ampoules, que ce soit l'aluminium, que ce soit le plastique, que ce soit également, on va dire, le papier, et je pourrais encore t'en citer Ouais. beaucoup d'autres. Et là, on en est très fiers car on réussit donc à recycler pratiquement 43% donc, de tout ce qui peut être recyclable au Meurice. Ah oui. Donc un tri extrêmement fin. Et après, ça, c'est donné ensuite Voilà, il y a un en organisme, il y a des dehors. organismes effectivement collecteurs et qui Oui. viennent collecter donc, tous ces déchets. D'accord. Et par rapport à ça également, donc on a d'autres déchets éventuellement qui ne peuvent pas être triés. Et on a mis en place donc des partenariats avec d'autres entreprises. Là, par exemple, toutes les fleurs, le vendredi, sont envoyées à l'hôpital Bretonneau. Ah, c'est Nous avons magnifique. également toutes les viennoiseries. C'est une association qui s'appelle effectivement les Hôtels Solidaires. Voilà. Récemment, on a effectivement donné, parce qu'on a rénové donc, nos chambres et nos suites, et nous avons donné donc, nos rideaux à l'Institut français de la mode pour effectivement faire
soit des sacs, soit effectivement donc des robes ou des chemisiers par exemple. Ah. Voilà. Donc on a mis en place tout un circuit Oui. avec donc des partenaires pour que le surplus puisse être bénéfique, on va dire, aux personnes qui en ont le plus besoin. Magnifique. Voilà. Et Est-ce que les clients, quand ils viennent, ils sont conscients de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour eux? alors, c'est nouveau, hein, tu vois, le Covid Ouais. 2020, 2021. Donc nous, vraiment, on a mis ça en place évidemment à partir de 2021. Tu vois, déjà 43% des déchets, et c'est pas fini, c'est Oui. déjà, on va dire, très bien. Ouais. On va continuer, bien évidemment, parce qu'on a un objectif beaucoup plus Plus ambitieux audacieux, encore? voilà. Et au départ, on savait vraiment pas effectivement, on savait pas à quoi s'attendre. Mmh. Et on a donc intégré une nouvelle question sur la partie écologie auprès donc de nos clients. Et tout le monde est concerné par l'écologie aujourd'hui. Ah Tu oui. n'as que 5% de nos clients qui répondent à cette question, qui ne se sentent pas concernés par l'écologie. Et en tant qu'acteur du luxe, je pense qu'on a effectivement une responsabilité pour les futures générations. Est-ce que du coup, pendant Covid, la carte, par exemple, a changé et aussi les fournisseurs ont changé? Est-ce qu'il y avait des modifications par rapport à ça? Alors, on avait déjà une politique assez innovante avec nos fournisseurs. Et donc là, on sensibilise bien évidemment encore plus nos fournisseurs en termes effectivement donc de circuits. Oui. Et du reste, notre restaurant gastronomique a le label écotable, ce qui montre bien effectivement qu'on est quand même très sensible par rapport à tout ce qui peut être livraison des marchandises, et notamment effectivement les matières premières. Oui. Et donc là, on travaille de pair avec les fournisseurs pour qu'ils nous donnent effectivement tous les indicateurs à leur niveau, de façon à ce que nous, on soit également très, Responsable, hein, très responsable, et exactement. plus, de plus en plus écologique. Est-ce qu'il y a Voilà. des projets vers l'avenir, vers où ça peut aller? Est-ce qu'il y a Oui, oui. des Oui, initiatives, bah, les initiatives, je te parlais tout à l'heure, effectivement. Alors, c'est un jargon, on va dire, un petit peu technique, c'est ce qu'on appelle le Building Management System, Oui. et qui te permet effectivement donc de gérer toutes tes énergies, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit le gaz. Et effectivement, avec l'électronique, par exemple, les couloirs, quand tu n'as pas de clients dans les couloirs, les lumières vont s'éteindre automatiquement. Également, quand tes cuisines sont fermées, Oui. la nuit, par exemple, eh bien, automatiquement, tout va être fermé. D'accord? Mmh. Donc là, effectivement, avec notre directeur technique, on est en train donc de peaufiner toutes ces innovations technologiques de façon à réduire encore davantage notre consommation d'énergie. Mmh. Incroyable, et tout ça depuis, en fait, Covid. Quelque chose qui Tout a ça depuis, déclenché, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors même un petit peu avant également, mais c'est vrai que le Covid a quand même déclenché beaucoup de choses, beaucoup de ouais. choses. Alors après, dans le luxe, c'est vrai que le luxe, avec la concurrence quand même immense, hein, Mhm, notamment sur mhm, mhm. Paris, parmi tous ces beaux hôtels assez proches de l'un et l'autre, il faut se renouveler en permanence. Donc, avoir des nouvelles idées, chercher, comme les exemples que tu viens de donner aussi dans le développement durable. Comment tu fais, toi, dans ton rôle de dirigeant pour impulser cet esprit d'innovation auprès de tes équipes? Alors, l'innovation fait partie intégrante de l'ADN du Meurice. Je vais donner des exemples, alors qui remontent, on va dire, à plus de 150 ans, mais Oui, ça va déjà illustrer que c'était que dans l'ADN, c'est déjà dans l'ADN. ouais. 1882, eh bien, le Meurice équipe son hôtel du téléphone. Voilà. 1890, 1890, toutes les salles de bain, toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain privative. Et en 1891, Paris-Ville-Lumière, le Meurice est totalement fourni en électricité. 1891, Waouh! tu vois. Le deuxième palace parisien à avoir ouvert, c'est dans les années 1800, début du 19e. Ouais. Voilà.
Donc déjà, cet esprit pionnier au tout début. Au tout début. Alors là, je vais te citer des exemples un peu plus récents. Oui, Premier palace parisien, en 2018, à ouvrir sa propre boutique, la boutique de Cédric Grolet. oui. Avec les magnifiques pâtisseries qui font Et- rêver, Exactement. où on a l'impression de croquer dans une vraie pêche et pourtant c'est une ganache. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, un exemple, et c'est vrai que l'innovation fait vraiment partie intégrante de notre ADN. Donc, on encourage cette innovation. Tu sais, pour encourager l'innovation, c'est la liberté d'expression. C'est Oui. essentiel. Oui. Personne n'a de mauvaises idées. Ok. Et bien au contraire, tu sais, parfois les idées les plus folles, c'est les idées qui ont donné naissance, on va dire, aux meilleures idées quelque Uh-huh. part, tu vois, et aux meilleures réalisations. Comment ça se passe quand un collaborateur a une idée? Est-ce qu'il y a une manière pour l'exprimer? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une collecte? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont dédiées à ça? Il y a des réunions qui sont dédiées à ça. Oui. Alors, je vais revenir également sur un deuxième exemple. Oui. En 2008, Oui. quand effectivement notre directrice générale a souhaité redonner un coup de peps, on va dire, à nos espaces publics, on a été très audacieux parce qu'on a fait appel à Philippe Stark. Et donc, on a rénové donc, nos espaces publics avec M. Stark, tout en gardant bien évidemment l'héritage et la tradition du Meurice. Oui. Et aujourd'hui, on est le seul palace effectivement à intégrer la tradition et la modernité dans tous nos espaces publics. Wow. Voilà. Et également, pionnier, donc je te citais la boutique de Cédric Grolet, Ouais. on a également donc, une boutique totalement dédiée à la cosmétique, avec la boutique Valmont, qui donne également pignon sur rue, rue de Castiglione. Ouais, qui est juste à côté de la boutique Cédric Grolet. Exactement, exactement. Et là, pour te donner une idée, effectivement, pour encourager, eh bien, récemment, et notamment là, on a eu un collaborateur, il avait une idée, on en a parlé à son directeur de département, le directeur du FNB, et il voulait, pour le DALI, mettre en place, on va avoir une soirée un petit peu plus, également une soirée un petit peu plus peps. Ouais. Et donc, il nous a fait part de son projet. On a étudié son projet. Et là, maintenant, tous les jeudis soirs, tu peux venir dîner au DALI et tu vas être accompagné, on va dire, par des DJ et qui vont donc électriser musicalement avec les derniers tubes électro donc, du moment, le restaurant Le DALI. Waouh, donc ça c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Donc, et comment ils s'appellent ces jeudis? Les jeudis du DALI. Les jeudis de DALI, fantastique. Exactement. Waouh, et ça commence à quelle heure le soir? Écoute, ça commence le soir à 7 h. Et donc, c'est une nouvelle initiative qui a été déjà étudiée par le numéro 2 de la restauration, qui l'a soumise donc, à notre directeur de la restauration. Et après, tu as tout un collectif. Oui. Il faut étudier au niveau marketing, au niveau commercial, au niveau technique, et puis bien évidemment au niveau financier, avec le return on investment. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est liberté d'expression, liberté pour voilà, soumettre des idées, réunion entre les membres d'équipe régulièrement. Tout à fait. Pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est le moment propice pour soumettre ce genre d'idées. Et après, étude, effectivement, sur la faisabilité, le ROI de ces idées-là. Qui participe à ces réunions d'idées et à quel rythme est-ce que tu les organises? Alors, il n'y a pas de rythme à proprement parler. C'est-à-dire que sur des sujets, on va dire thématiques, que ce soit pour l'hébergement, que ce soit sur la restauration, il peut y avoir donc une personne qui va avoir une idée. Et à ce moment-là, on sélectionne, on va dire, un panel de personnes qui puissent nous aider à travailler sur ce projet. Okay. Voilà. Et bien évidemment, des personnes qui sont intéressées par la mise en place de ce projet. Tu fais ça comment? C'est toi qui choisis? C'est eux qui choisissent? Non, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent. Tu soumets l'idée? Voilà. Qui a envie de collaborer? Exactement, tout à fait. Pour l'étudier et pour le mettre en place. Pour l'étudier et pour le mettre en place. D'accord. Voilà. Et je me souviens, pendant Covid, toi, tu me parlais aussi d'un comité Covid que tu avais mis en place pour élaborer des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour devenir encore plus... Oui, bah là, c'était sur le click and collect. Ouais. Voilà, on était les premiers, notamment, je vois, sur la boutique. Avant, effectivement, le système de distribution, c'était un système de distribution directe.
Tu te présentes à la boutique et puis eh bien, écoute, tu passes ta commande et tu repars avec effectivement tes pâtisseries. Et là, on s'est dit, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là donc où, pendant le Covid, on a mis en place le click and collect. Et aujourd'hui, le click and collect, Il est toujours en place. il est toujours en place. Et c'est, on va dire, un revenu non négligeable et nous en sommes ravis. Donc, en fait, c'est du business additionnel Exactement, grâce à cette innovation c'est mise en ça, tout place à fait, pendant le tout Covid. à fait, tout à fait. Alors, toi qui es entouré de ces magnifiques lieux, hein, c'est quand même somptueux quand on arrive à l'intérieur de cet hôtel, on voit que c'est chargé d'histoire, il y a des luxes partout, il y a le Dali effectivement, et on a plein les yeux. C'est quoi pour toi aujourd'hui ta définition du luxe en fait? Quelqu'un qui a un bureau, qui vit dans le luxe. Ma définition du luxe, le luxe, c'est un état d'esprit. Alors, bien évidemment, il y a les choses que l'on peut palper, mais je crois que le luxe, effectivement, c'est un luxe imperceptible. Ouais. Et pour moi, le luxe, comme je te disais, c'est un état d'esprit. Alors, on a la chance de travailler dans un environnement qui est magnifique, empreint d'histoire. Et après, comment tu vas habiter ce lieu? Le surplus d'âme que tu vas lui apporter également. Et le luxe, c'est cet état d'esprit qui va sublimer le lieu quelque part. Et si tu devrais caractériser cet état d'esprit, qu'est-ce que tu dirais? Bien écoute, c'est l'élégance, c'est le mot juste, le ton juste. Si on devrait donner cet état d'esprit à quelqu'un d'autre qui voudrait l'intégrer également, qui veut travailler peut-être dans l'univers du luxe, qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être obtenir cet état d'esprit? Pour obtenir cet état d'esprit, la curiosité, Ouais. le plaisir de vouloir faire plaisir, ça c'est un élément qui est quand même très important. Et puis, le travail d'équipe. Oui. Le travail d'équipe, l'empathie, la bienveillance. Et ensuite, c'est un tout. C'est comment tu te comportes, c'est comment tu vas t'adresser au client, c'est comment effectivement tu vas savoir lui faire plaisir. Et ça, alors on a effectivement donc des codes de formation sur les codes du luxe, comment effectivement tu vois sur l'étiquette, également comment répondre au téléphone, comment également servir un client, comment croiser un client dans un couloir ou dans un ascenseur. Donc, bien évidemment, tu as les formations qui vont t'aider et Ouais. qui vont aider nos jeunes. Ouais. Et après, c'est un état d'esprit, ta curiosité, ton ouverture, tu es à Paris. Donc effectivement, comme je te le disais au départ, un client va avoir envie effectivement d'apprendre à ton contact. C'est comment tu vas lui parler d'une dernière exposition, comment tu vas lui parler de la gastronomie de Monsieur Ducasse, comment tu vas le faire rêver, on va dire, ne serait-ce que par ton propre dialogue ou ta discussion avec lui. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est en toi. C'est ça. Tu vois? Ça vient de ton cœur. Par contre, ça vient de ton cœur. Par contre, la façon dont un jeune va t'observer, quelque part, tu peux l'inspirer, tu vois, en toute humilité. Parce que le luxe, c'est pas forcément, on va dire, quelque chose d'ostentatoire. Au contraire, moi, ma définition du luxe, c'est comme je le rappelle, c'est rendre les choses simples et plus extraordinaires. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, quand tu regardes dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose, un moment qui t'a rendu fier d'un accomplissement, de quelque chose que tu as pu mettre en place? À quoi tu penses? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui te vient à l'esprit? Moment particulier, pas forcément. Et c'est pas forcément une chose que j'ai mis en place. Moi, la plus grande réalisation, c'est ce travail d'équipe et le bien-être que tu peux ressentir au Meurice. Oui. Et c'est pas moi qui le dis. Ce sont nos collaborateurs au travers donc l'enquête de satisfaction des collaborateurs, mais également des clients.
Et je crois que ça, c'est la plus belle réussite parce que et c'est l'une des plus beaux résultats que tu puisses obtenir et accomplissements parce que quand tu as des collaborateurs qui sont heureux et qui s'épanouissent, eh ben, ils rendent tes clients heureux également. Et les chiffres le démontrent. Alors s'il y a des choses effectivement un peu plus émotionnelles, c'est plus difficile de les qualifier. Mais en fin de compte, on peut tout rendre tangible. Oui, Et nous, on a effectivement le questionnaire Gallup. oui. Et ce questionnaire Gallup montre très bien cette corrélation entre des employés heureux font Oui. des clients heureux. On a un très bon score de satisfaction donc de nos collaborateurs et avec un très bon score également de satisfaction donc de nos clients. Mm. Donc c'est cet accomplissement de travail avec les équipes, comme je le disais au départ, on est au cœur de l'humain, Oui. avec les clients, également avec nos collaborateurs. Alors bien évidemment, la vision est importante. Jusqu'à quel degré est-ce que toi, tu vois sur le terrain? Sur le terrain, pas uniquement à la rencontre des collaborateurs, comme tu l'as dit, mais est-ce que tu t'es... Parce que moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais directrice générale pour Estée Lauder, je prenais du temps pour aller dans les magasins, pour vendre parfois avec mes équipes, pour voilà, observer la concurrence, mais aussi faire du chiffre d'affaires pour montrer que je maîtrise aussi leur métier. Je me forçais de le faire vraiment une fois par mois à peu près. Est-ce que toi, tu as un rituel aussi où tu dis, tiens, je vais aller vraiment voilà, sur le tas et de temps en temps, À tous les jours, tous les jours? tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais voir le chef de cuisine, je vais voir effectivement les collaborateurs, la pâtisserie, voilà, pour voir effectivement déjà qu'est-ce qu'ils vont produire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et puis tu n'es pas à l'abri effectivement d'avoir un problème éventuellement technique. Ouais. Donc ça te permet effectivement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, cette proximité avec les équipes et de ressentir toi-même ce qui va effectivement se passer dans la journée, Ouais. c'est essentiel. Ouais. Ouais. Essentiel. Et puis même, c'est très agréable parce que tu vas rencontrer effectivement Amaury Bourg, le chef de cuisine, qui va te montrer effectivement sa dernière création. Là, en ce moment, il est au Japon, mais il va rentrer du Japon, donc il va t'exprimer et il va te relater ce qu'il a rencontré au Découvert Japon, ce là-bas. qu'il a découvert, etc. Donc, Et ça c'est... le rend fier aussi de pouvoir l'échanger avec Oui, tout toi à et de fait. partager Ouais, ces nouvelles idées. Toi, ouais, tu es réceptif par rapport à ça. Donc, du coup, ça l'encourage ça l'encourage. d'aller dans ce Ouais. sens-là. Tu sais, l'hôtellerie, c'est un métier de terrain, hein. Donc la présence sur le terrain auprès des Oui, équipes est essentielle. oui. Est essentielle. Tu ne peux pas travailler, on va dire, dans ton bureau, dans ta tour d'ivoire, si tu n'es pas en permanence, on va dire, sur le terrain. Mm, Le terrain pour les équipes et bien évidemment le terrain pour les clients. mm, Je rencontre des bien sûr. clients le matin, le soir, l'après-midi, pour leur départ, pour leur arrivée, quand ils déjeunent, quand ils dînent, au petit Ouais, déjeuner. ouais. C'est l'essence même de mon travail. Et ce que j'entends de toi, et c'est vrai que quand on voit cette diversité des tâches et aussi ce service d'excellence, ça ne m'étonne pas pourquoi autant de maisons de luxe avec lesquelles je parle, quand j'échange sur les profils des jeunes, sur le recrutement, et bien, ils disent souvent, on aime bien prendre les profils qui étaient formés dans l'hospitalité du luxe parce que ils ont appris tout ça et ils ont ça déjà dans l'âme. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est là. Oui, c'est ça. C'est là. Ouais, Comme je dis, je vais être un petit peu... C'est dans les tripes, hein, ouais, tu vois. ouais. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, un hôtel, c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, Non-stop. non-stop, Mm, non-stop. ouais. Et tu es au service du client, non-stop. Voilà. Donner deux, trois petites choses qui, pour ceux qui s'intéressent à l'excellence du service, bah, pour pouvoir l'appliquer peut-être aussi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir dire c'est l'excellence au service? L'excellence du service, c'est le dépassement. Oui, Le dépassement de... C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des attentes des clients. Pour moi, c'est ça l'excellence du service. Tu vois l'exemple que je t'ai donné oui, sur cet étudiant dans une grande université américaine. Voilà, c'est vraiment aller au-delà de cette exigence ouais, pour surprendre le client. ouais. Toi, tu es en tête, ensemble avec Franca Holtman, pour diriger cet établissement.
C'est quoi les critères finalement dans ton leadership qui font que ça fonctionne extrêmement bien? La vision, il faut Ouais, savoir donner un cap, ça c'est essentiel. Alors un cap, effectivement, alors c'est vrai que maintenant on travaille plus effectivement sur du court terme ou du moyen terme, mais une vision quand même, on va dire, long-termiste est quand même importante également. ouais. Donner le cap, le partager avec nos équipes. La résilience, la résilience, c'est un élément également qui est très très important, pour savoir faire face avec combativité Ouais, par rapport aux challenges auxquels tu peux être confronté. oui. Et je mettrais avec la résilience l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter et puis faire face aux changements rapidement et de façon pertinente. Et tu sais que l'hôtellerie et le tourisme est un milieu effectivement où on est très sensible, on va dire, aux événements et à la conjoncture internationale, Géographique, géographique. bien sûr. Bon, tu sais, ça a été une période très difficile pour tout le monde, les attentats. Après, effectivement, il y a eu le Covid. Tu peux toujours avoir des événements, on va dire, dans le Des monde ou des manifestations, manifestations. ouais. Et c'est là où il faut tenir le cap, et c'est là où l'adaptabilité est quand même importante, parce que l'adaptabilité, on parlait bien évidemment de l'excellence, mais il y a quand même une entreprise à gérer derrière. Oui, Je dirais qu'en termes donc de finances, comment réagir, comment réduire tes dépenses, comment éventuellement attaquer un nouveau marché oui, pour pouvoir faire face. oui, Après, bien évidemment, un autre élément qui est important, c'est le leadership. Le leadership, comment tu vas inspirer, la source d'inspiration, comment tu vas inspirer tes oui, collaborateurs. oui. Autre élément qui est très important, c'est le travail d'équipe, parce que c'est essentiel, comme je te Mhm, l'expliquais au mhm. départ. On travaille tous ensemble, les uns avec les autres, c'est une courroie de transmission. Oui, Et quelque part, on a beaucoup de chance que nos équipes s'entendent très bien les unes avec les autres. Mais bon, il y a un moment où tu dois également être le facilitateur parce que il faut prendre une décision et puis parfois tu es là également pour faciliter cette courroie de transmission, donc oui. l'esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a un exemple concret qui te vient à l'esprit, qui te permet de transmettre cet esprit d'équipe et de le favoriser pour que les gens s'apprécient les uns et les autres, pour qu'ils se connaissent aussi les uns et les autres, Oui, pour que tu découvres bah, les personnes. c'est à toi, tu vas être le facilitateur, quoi. Tu connais une personne d'un service, tu connais Mhm, une autre personne d'un service, tu vas les faire travailler ensemble effectivement mhm. sur un projet Oui, et tu vas les valoriser. Tu vois, tu vas les valoriser. On parlait effectivement tout à l'heure d'innovation. Bon, bah, tu peux très bien faire une réunion, mais à toi, en tant que dirigeant, tu peux très bien prendre la parole et dire, bah, aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre qui va travailler sur ce projet, effectivement, avec Aude, parce que Pierre a déjà travaillé sur ce projet, donc son éclairage va être intéressant. Et la valorisation des équipes ouais, est quelque chose de primordial ouais. également dans mon rôle. Comment tu les valorises? Eh bien, il faut les connaître et il faut être sincère, tu vois? Et, Mhm. et, et également sur la sincérité. Pour moi, la sincérité, c'est quelque chose de très, très important. Et l'écoute, mais Oui. l'écoute attentive. Tu sais, tu peux passer dans un service et, en disant, ça va les gars, tout va bien, mais ils vont bien percevoir si tu n'es pas, on va dire, Honnête. honnête. Donc, l'honnêteté, la sincérité, tu vois, et cette, Alignement. cet alignement, Ouais, cet alignement. ouais, Je pense que ça, c'est un point qui est intéressant, la sincérité. ouais, La sincérité, alors ça exclut pas effectivement comme dirigeant, comme je te le disais, tu dois prendre des décisions parfois qui sont difficiles, ouais. mais enfin moi ça fait partie de toute façon Conviction, de mes hein, convictions, oui, travailler avec sincérité avec tes ouais, collaborateurs, ouais. donner du sens. Et si tu veux donner du sens, pour donner du sens, il faut que ça soit au plus profond de toi-même. Mmh. Il faut que ce soit une vérité. Ouais. Donc du coup, tu es beaucoup en dialogue avec eux et en Beaucoup, explication avec eux. beaucoup en dialogue, en explication. Et tu peux tout dire à un collaborateur, vraiment. Ouais, Si tu es juste, si tu emploies les bonnes paroles, ça m'est arrivé, tu sais, parfois tu dois dire des choses qui ne sont pas faciles, ouais, mais il vaut mieux les dire et ça permet quelque part de dédramatiser la situation. oui, Et même quand c'est sur l'être de la personne, parce que oui, moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors dans ma carrière et bien évidemment, bon, quand on te dit comment tu dois faire pour tailler un légume, comment tu dois faire pour accueillir un client, comment tu dois faire pour effectivement dresser une table, ça c'est du technique. oui, Mais après, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est comment tu vas réussir à faire passer un message pour effectivement que la personne puisse changer éventuellement ou
légèrement, on va dire, changer Modifier sa modif façon de sa faire. façon de faire ou sa personnalité. Comment tu fais d'ailleurs pour qu'il le prenne pas mal? Eh Est-ce que tu bien, as tu t'appuies sur un exemple et tu ne vises pas la personne. OK, Tu ne vises pas la personne. Et après, tu sais, si c'est sur des exemples pertinents que tu as effectivement relatés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après tu mets la personne à ta place, la personne le comprend. Et ouais, ça m'est vraiment arrivé. Et c'est ce que je trouve, ce que j'aime de plus en plus dans mon métier, ouais. tu vois? Finalement un peu le coaching, hein? Un peu le coaching, parce Ouais. que tu vois, on en parlait tout à l'heure, je me sens vraiment épanouie dans mon travail. Mais que ça soit, et pour être épanouie dans ton travail, il faut être épanoui dans ton être également, tu vois? Ouais, Et quelque part, pour être épanoui en tant que personne, il faut que tu sois aligné. c'est ça. Et c'est un travail, on va dire, au Ouais quotidien. et comme Donc, ça, tu leur transmets. et comme ça, tu leur transmets. Ouais, ouais et quand tu parles de changement, quand il y a un changement important à faire dans ton équipe, dans l'organisation, dans les habitudes, normalement, on est toujours réfractaire de changer les choses. On n'aime pas, ça c'est dans la nature de l'homme. Mais comment tu fais quand même en tant que dirigeant pour, que les personnes acceptent un changement que tu évoques, que tu suggères, qui est sur ton cap, pour qu'ils viennent avec toi? Donner du sens Oui, et la pédagogie. oui, Expliquer pourquoi on va changer, comment, quand, combien, donner le cap et accompagner les personnes. Parce que c'est vrai, comme je dis, tu sais, un éléphant, tu vas pas pouvoir l'avaler d'un seul coup. C'est un oui, peu mon expression. oui, C'est vrai que parfois, tu as des projets, c'est lourd, hein. oui. Donc, accompagner les personnes, leur donner le cap, évaluer le changement. Et puis, tu peux pas décider toi-même d'une façon autocratique du changement. Ouais. Tu dois obligatoirement parler avec les personnes et puis, de façon très honnête et de façon très sincère, les personnes qui vont participer au changement, ils doivent être acteurs du changement. Oui. Donc les embarquer dans ton changement d'une façon très, très simple quelque part. Est-ce que tu fais plutôt des annonces devant tout le monde en même temps sur un changement ou est-ce que tu le fais en one-to-one, Non, je le plutôt en fais petite équipe? déjà, je le fais déjà avec les personnes qui vont être concernées par le changement parce Oui, que seul, tu détiens pas toujours la clé du changement. Tu as besoin oui, de t'appuyer sur l'expert financier, sur l'expert opérationnel, sur l'expertise marketing, sur l'expertise commerciale. Donc, un changement va concerner plusieurs disciplines, oui, d'accord? Donc, tu rassembles avec toi effectivement les personnes qui vont être acteurs de ce changement. Et puis, les personnes vont peut-être émettre, on va dire, certains challenges, certaines réticences. On travaille ensemble effectivement sur les obstacles ou sur les challenges parce que un changement, ça ne se fait pas comme non. ça. Et ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. On travaille déjà sur le plan de changement et Oui, phase 1, 2, 3, 4 ou 5. OK, Et puis après, bien évidemment, quand c'est de façon beaucoup plus large, là, on les diffuse soit au niveau du service ou au niveau de l'hôtel, par exemple. OK. Voilà. Et puis dans le changement, il faut mettre un peu de fun également, un peu de légèreté. Oui. Donc, ça, j'ai appris aussi, Ouais. c'est que tu peux pas effectivement aller, directement en changeant les choses, tu sais? Moi, je vais changer et cetera. Ah, Non, le faire de façon légère mmh. et et Dédramatiser aussi. dédramatiser et puis tu peux t'appuyer également. Alors ça, c'est assez intéressant. On a changé beaucoup de choses et c'est vrai que la nature humaine fait qu'on n'aime pas le Non, non, changement. non. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, on va changer telle chose et regardez déjà ce qu'on a réussi à changer sur tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Oui. Et puis après, c'est à toi en tant que leader, d'embarquer les personnes dans le changement, de leur Mmh. donner confiance et d'essayer au maximum effectivement de faire que le changement se Que passe, les bonnes personnes exactement, suivent. tout à fait. Mais le changement est nécessaire, hein, à toute Essentiel. entreprise, hein. Tout à fait. Innovation et changement, hein. Ouais, ouais. Mais c'est un process. C'est un process. C'est un process. Et il faut l'accepter. Alors, je sais pas, j'ai lu, je me souviens, il y a environ peut-être une dizaine d'années, comme quoi, effectivement, il fallait intégrer 19 fois pour que les choses changent. En tout cas, beaucoup de fois, Beaucoup de fois, voilà, beaucoup de fois. qu'il faut l'avoir entendu, Ouais, ouais, accepté, voilà. communiqué. D'autant plus à l'heure actuelle, parce que tu sais, on est dans un monde en totale accélération. Donc, quelque part, on veut que les choses soient faites immédiatement. Oui. Non, il ne faut pas mettre une pression inutile. Ça, c'est important. Mmh. Regarde comment les choses se sont
accéléré. Ouais. Moi, je le constate depuis 20 ans, les choses se sont énormément accélérées avec, bien évidemment, les réseaux sociaux, même Ouais. le PES de l'organisation. Et quelque part, il faut intégrer que ce qui change à l'extérieur t'impacte, mais tu ne peux pas demander un changement immédiat non plus à tes collaborateurs, même si tu le souhaites. Et si tu vas trop vite, bah, malheureusement, tu risques effectivement quelque part de brûler les étapes et de ne pas mettre un changement adéquat par rapport à ce que tu veux faire. Est-ce que c'est pas ça peut-être un des plus grands challenges dans le leadership d'aujourd'hui, que dans un monde extrêmement accéléré, d'avoir cette capacité du dirigeant de ralentir pour ne pas impacter les collaborateurs avec cette vitesse aussi et de leur donner la possibilité aussi de s'apaiser et d'intégrer peut-être un changement à une vitesse autre que la vitesse qui donne de l'extérieur. À 100%. À 100%. Alors c'est à nous, après en tant que leader, Tempérer. de tempérer. Ouais. De tempérer. De tempérer. Exactement. Super message et très très important. Je pense un message pour tous ceux qui dirigent aujourd'hui parce que aucun secteur industriel est épargné de cette accélération à toute vitesse et comme tu le dis, je pense à juste titre, tout ce qui est le digital en fait partie, l'intelligence artificielle aussi et tous les réseaux sociaux évidemment. Donc c'est juste un boomerang d'accélérateur sans cesse, hein, avec tous les avantages que ça a, mais sur l'homme, il faut faire attention. Ben écoute, ça en revient effectivement à l'autre qualité qu'un leader, on en parle beaucoup, mais c'est effectivement la qualité émotionnelle. Hein. Comment toi, tu réussis à gérer tes émotions et comment tu vas réussir à gérer les émotions des autres aussi. Est-ce que tu penses que dans cette ère du digital, la gestion des émotions devient encore plus important même? Oui, parce que du jour au lendemain, une information peut parfois effectivement vite tourner. Exactement. Alors, si tu devais, c'est peut-être une question un peu personnelle que je vais te poser, mais j'aime bien cette question, parler à Christophe, jeune encore, hein, qui a toute sa carrière devant lui, quel conseil est-ce que tu donnerais à Christophe voilà, dans cet état d'esprit d'enfant vers quelqu'un qui va grandir encore, si tu avais tout devant toi? Alors je lui dirais, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Alors c'est vrai que la maturité et l'expérience m'ont donné davantage confiance en moi. Oui. Et j'ai aucun regret. Si je devais le refaire, je referais exactement ce que j'ai fait. Magnifique. Écoute Christophe, en tout cas, un grand, grand merci pour cet échange ensemble, pour cette découverte de l'univers de l'hospitalité de luxe, voire palace, hein, parce que c'est vraiment le plus haut grade hein, qu'on peut obtenir en tant qu'hôtel dans cette catégorie. Je te remercie pour ton temps, parce que je sais que ton temps, il est précieux. Il y a certainement plein d'autres tâches maintenant qui t'attendent, plein de réunions encore et plein de clients et des collaborateurs. Merci pour ton temps. Si vous avez apprécié comme moi cet épisode, partagez-le. Likez-le, commentez-le aussi, ça permet tout simplement à faire savoir ce que à la fois tous les dirigeants que je rencontre, comme aujourd'hui Christophe Chopineau, font, comment eux, ils pratiquent un leadership exemplaire, on peut s'en inspirer, on peut en apprendre énormément. Et sur ça, je vous souhaite une belle journée et je vous dis au revoir à la prochaine épisode. Mais je ne dis pas avec qui, sur quoi. En tout cas, à bientôt. Au revoir.